Studio Geek, l'émission dédiée à 100% à la pop culture, ça commence maintenant. J'ai perdu mon mojo. Maison. Ça peut voir un ronde ménage. Studio Geek. The Place to Geek. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Studio Geek, le podcast 100% dédié à la pop culture, powered by Studio M Lyon. Et pour ce premier numéro, je ne suis pas seul. Autour de moi, une team de passionnés prêts à décrypter l'actu et les coulisses de vos univers préférés. Avec notamment Pauline, assistante pédagogique Studio M et passionnée de pop culture et notamment du Seigneur des Anneaux, de Walking Dead, etc. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Je suis également entouré de Enzo, étudiant en gestion de production, passionné de pop culture, passionné de TF1. Bonjour Enzo. Bonjour Martial. Je suis également entouré du meilleur sound designer que l'on puisse connaître, Brice. Bonjour Brice. Bonjour Martial. Tu es passionné par tout ce qui est culture nippone, etc., c'est ça ? Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler bien évidemment et notamment dans un prochain débat autour de Dragon Ball. Et bien sûr, le dernier, le bel, le formidable Lucas Longo, qui est mon binôme, avec qui cette émission n'aurait pas été possible. Bonjour Lucas. Bonjour Martial, bonjour à tous. En plus, Lucas, tu as toute ta place aujourd'hui puisque nous allons parler d'un sujet que tu as même gravé dans la peau puisque tu es fan de Superman. Absolument. Et d'ailleurs, je vais vous présenter tout de suite le sommaire. Il y aura de l'actualité comme à chacun de nos podcasts. Il y aura également du débat. Et enfin, on terminera sur la présentation d'un des métiers de l'audiovisuel. Pour ce premier rendez-vous, nous voulions couvrir l'actualité où sont en plein dedans en ce moment avec Superman. Superman qui est là et qui existe à travers tous les formats que l'on peut connaître et apprécier depuis plus de 70 ans maintenant, mais qui a encore de l'actualité avec la sortie ce mercredi. Donc mercredi 9 juillet, nous avons le nouveau film réalisé par James Gunn. Donc la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que l'on prend ou est-ce qu'on pose nos guns ? À tout de suite pour ce premier débat. Mais tout d'abord, l'actualité. Je voulais avec vous évoquer un petit peu une rétrospective de ces différents films et de différents contenus autour de Superman. Donc déjà, est-ce que tout le monde apprécie, connaît le personnage autour de cette table ? Ouais. Un petit peu. Ouais. Donc, à part toi, Lucas, toi qui es vraiment fan, comment c'est venu ce goût pour Superman ? Alors moi, ça a commencé dans les années... Je suis un enfant des années 90. Et dans les années 90, il y avait les émissions animées de Superman, la Justice League. Et il y avait aussi, pour moi, l'émission Lois et Clark, les nouvelles aventures. Dont j'étais très fan. C'était pour moi la première approche, mon premier rendez-vous avec Superman qui m'a marqué. Et puis ensuite, ça s'est évolué avec les comics que j'ai pu lire plus tard et les autres films. Je suis un pro Henry Cavill, mais ça on pourra en parler aussi plus tard. Tout à l'heure, effectivement. Donc voilà, mais oui, surtout cette série Lois et Clark dans les années 90 qui m'a marqué. Ouais. Donc j'imagine très attendu pour toi ce nouveau film qui sort en salle. Ah oui, ouais. J'y vais d'ailleurs ce soir, j'ai mes places. Je veux tout de suite assister. Je pouvais pas attendre et me faire spoiler. Bien sûr. Donc non, c'est ce soir. Ok, c'est ce soir. Écoute, on comptera sur ton retour sur ce film. Avec plaisir. Avec grand plaisir également. Et Brice, c'est toi, alors c'est quoi ton lien et Superman, qu'est-ce que tu en penses ? Bah du coup, sur Superman, moi j'ai découvert, il me semble, j'avais des cassettes vidéo du dessin animé de 1941. Alors juste, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu à Enzo ce qu'est une cassette vidéo ? Enzo qui est plus jeune autour de cette table. Alors c'est un pavé noir avec une bande magnétique dedans que tu mettais dans un magnétoscope et qui diffusait la bande magnétique du coup sur télévision avec un tube cathodique. Et donc ça a commencé par ça où c'était un Superman du coup très manichéen sur le coup, et puis après j'ai découvert les Superman avec Christopher Reeves. Ouais.
Et après, ça s'est plus ou moins arrêté. Effectivement, il y a eu la série Lois et Clark, et puis avec le temps... On va s'en reparler parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de supports différents, pas mal de contenus différents à travers les décennies, mais c'est vrai qu'il y a quelques films canoniques, notamment ces 4 premiers films Superman avec Christopher Reeves, même si on se rappelle, on se rappelle essentiellement des 2 premiers, et j'ai presque envie de dire le premier, même si le deuxième a été un vrai succès, mais il a été retravaillé plusieurs fois, etc., etc. C'est vrai que le premier a quand même marqué son temps. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le voir, Enzo, par exemple? Moi, j'ai regardé Superman quand j'étais petit chez mes grands-parents, et notamment sur une cassette VHS. Ah, on y revient. Autant me dire que c'était là où j'ai regardé mon premier Superman. Ouais. Après, évidemment, il y avait Lois et Clark et tout ça à la télé que j'ai pu regarder quand j'étais petit. Et c'est marrant parce que Lois et Clark, même tous ces films-là, on se rend compte que c'est des films qui commencent à être anciens, même ces séries qui commencent à être assez anciennes, et pourtant tu les connais et tu as eu l'occasion de les regarder et de les apprécier. Donc ça montre aussi le côté un peu intergénérationnel de ce héros qui pourtant a juste une cape et un slip par-dessus son pantalon. Donc c'est plutôt amusant. Et toi, Pauline, alors Superman, plutôt team Superman, ou est-ce que c'est pas forcément le genre de super-héros qui te plaît? Et moi personnellement, c'était pas du tout mon genre de héros. Moi, je connais depuis seulement peut-être 1 ou 2 ans. Honnêtement, j'ai commencé avec Superman vs Batman ou Man of Steel. Okay. Donc je suis vraiment pas une ancienne là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte de regarder le prochain et d'en apprendre un peu plus. Je suis un peu nouvelle. Sur Superman. Eh ben écoute, si on peut te donner envie, peut-être nous, en parlant un petit peu justement de ces premiers films et de la fameuse série Lois et Clark. D'ailleurs, vous en avez pas parlé, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un dessin animé qui était un peu dans la veine du dessin animé Batman de 1992, extrêmement marquant. Et ce dessin animé Superman, il reprenait exactement le même design que Batman, mais il était vraiment dynamique. Les épisodes étaient punchy, c'était vraiment une belle adaptation de dessin animé. Et là aussi, on pouvait rentrer dans l'univers sans forcément connaître, puisque beaucoup d'épisodes ne se suivaient pas. Ça permettait de pouvoir aller picorer un petit peu de Superman version dessin animé. Et en plus, l'avantage du comics ou du dessin animé, c'est que ça libère un peu des contraintes techniques. On n'est pas obligé de penser à un budget de 260 millions comme le nouveau qui sort en salle. C'est ça. On peut avoir peut-être un peu plus d'imagination et se libérer de ce genre de contraintes. Contraintes qui ont été déjà à l'époque d'ailleurs sur le premier film de 1978 par Richard Donner contournées, puisque c'était très impressionnant techniquement avec les scènes de vol, les scènes de cascade, etc., et c'est ce qui aura aussi marqué la partie technique. Vous aviez été impressionné quand vous avez visionné ce film, où il avait déjà peut-être un peu vieilli quand vous l'avez vu pour la première fois? Non, moi je me rappelle de la scène où on le voit jeune courir le long du train. Le long du train. Chose que, vivant à la campagne... Tu as reproduit? J'ai essayé, j'y ai pensé, mais voilà, moi en étant un grand fan, je voulais être Superman aussi, voir un garçon de campagne évoluer avec une famille aimante et tout, ça donnait... Moi c'est ça qui m'a fait rêver. Donc il y a presque de l'identification, où tu jusqu'à que je vois que le train, c'était impossible. Ou de soulever une voiture ou quoi que ce soit. Mais ce premier film m'avait marqué. J'ai trouvé... moi j'y mets dans les films épiques. Le personnage est tout simplement... Christopher Reeve est tout simplement... c'est l'icône. Il incarnait vraiment le rôle. C'est le vrai Superman. Et il savait aussi bien jongler entre le Clark Kent et le Superman. Et c'est ça, effectivement, c'est ce qui fait la richesse. Chose qu'on a un peu perdu après, je trouve. C'est vrai. C'est ce qui fait la richesse vraiment de ce personnage, c'est cette double identité. Alors aussi bien dans sa relation avec Lois Lane, où ça a été vraiment, par exemple, l'axe qui a été utilisé pour la série Lois et Clark, où très souvent, elle se pose la question qui est vraiment Clark. Il avait tendance à disparaître pour un oui ou pour un non. Il avait toujours un scoop à aller couvrir, ce qui lui permettait de pouvoir être Superman pendant ce temps-là. Donc il y a eu vraiment ce jeu de double identité avec son changement de costume dans une cabine téléphonique, magnifique, etc., qui a marqué son temps aussi. Et toi, Brice, qu'est-ce qui te plaît alors du coup? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce premier film? Alors plus marqué plus marqué, c'est vrai que du coup avec le recul, l'aspect technique pour un film de 78, c'était impressionnant, vraiment impressionnant.
Et puis en gros, ouais, c'est à peu près ce qu'a dit Lucas, sauf courir après le train, pour ma part. T'as pas essayé? Bah non, j'habitais en ville, il n'y a pas de train. Ok, Et puis voilà. d'accord. Bon, super. Après, c'est vrai qu'on peut encore plus mettre en évidence la qualité des effets spéciaux de ce premier film en comparant à ses suites où c'était beaucoup moins glorieux. Oui. Alors bien sûr, on a parlé du 4e film avec la Canon. Je ne sais pas si la Canon, ça vous parle. La Canon, c'était une entreprise qui réalisait du film, notamment avec Chuck Norris, avec beaucoup de monde. Et en fait, ils faisaient des films un peu à la chaîne. Et l'idée, c'était comment je peux faire un film avec le moins de budget possible, concrètement, qui souvent reprenait un petit peu des grosses licences qui avaient pu fonctionner à côté. Ils en faisaient leur version Canon avec des films comme Delta Force pour les plus anciens qui nous écoutent. Ça doit peut-être vous parler. Ça n'a jamais été des chefs-d'œuvre, mais en fait ça remplissait un petit peu un cahier des charges et les vidéothèques de l'époque, les bons vidéoclubs où on trouvait justement ces fameuses cassettes vidéo dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que la Canon, ça mériterait une émission à elle toute seule pour toutes ces belles productions qui nous ont fait rêver ou pas. Mais voilà, quand on voit les autres Superman, c'était pas forcément la panacée. Ensuite, on a eu quand même un film qui a été moins mis en lumière et pourtant que je trouve moi personnellement très réussi. C'est Superman Returns qui vient prendre la suite directement de Superman 2. Lucas, je te vois faire la moue quand j'évoque ce Superman Returns. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a déplu? Bah, moi, j'ai trouvé pas assez dynamique. D'accord. On reprenait une suite de Christopher Reeve. On a essayé de garder cette image-là. L'acteur Brandon Ross, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est Brandon ça, Ross, qui a voulu un peu imiter, je trouve, Christopher Reeve. Ça manquait de nouveautés. Alors les musiques étaient jolies, certaines scènes sont agréables aussi, mais c'est un hommage pour moi. Mais pas, ils auraient pu faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une nouvelle génération. C'est dans les années 2000-2006, il est sorti. Ça aurait pu être quelque chose de plus moderne, plus frais pour l'époque, pour que ce soit un personnage intégré dans une nouvelle génération. Je trouve que ça n'a pas été fait. Alors, il avait plutôt rencontré son public quand il est sorti, puisqu'il avait fait plus de 400 millions de dollars. Une suite avait été envisagée pendant un temps, et puis les projets ont été modifiés, donc ça ne s'est jamais fait. Et il aura fallu attendre après quelques années de plus, puisque c'est en 2013 où on a le fameux Man of Steel, donc qui aura à la fois permis de remettre un peu Superman sur le devant de la scène, mais en même temps de faire découvrir Henry Cavill avec son charisme, finalement avec ou sans son costume, il incarne, il représente vraiment un peu ce héros à l'américaine, apprécié pour les amateurs de comics et de figures un peu emblématiques comme Superman. Celui-là, c'est un peu le film qui a mis un peu tout le monde d'accord. Est-ce que vous êtes autour de cette table en adéquation avec ça? Enzo? Ouais, et puis après moi j'ai toujours un peu regardé ce qu'il y avait à la télé et tout ça, et vraiment ce que j'ai dans la tête, c'était les séries et tout ça. Et récemment ils ont réadapté la série Superman il y a 2 ans, qui a été diffusée, qui a marché mais pas de ouf. Je sais pas si tu l'as vu, celui qui est diffusé sur une certaine chaîne. C'était avec Loïs, c'est ça? C'est Loïs qui ils étaient parents. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et puis, mais moi je trouve qu'ils font beaucoup trop de Superman. Alors désolé Lucas, mais c'est-à-dire que on en a vu plein des Superman et même le nouveau là qui sort et tout ça. Enfin, il y en a beaucoup trop. Mais ils adaptent pour chaque génération leur film. Ils ont des projets pour chaque Superman. Alors, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour le coup, ils n'ont pas cherché pour le nouveau, visiblement, à refaire une origin story. Les origin story, on en a déjà soupé bien trop souvent, où on vous répète à chaque fois la création, la naissance du personnage, etc., sa famille, les parents adoptifs, etc., etc. C'est un peu comme Batman. Moi, j'en peux plus. L'assassinat des parents. Ou Spider-Man l'araignée. Et voilà, c'est bon. La piqûre d'araignée, à force, c'est plus des piqûres. Il y en a plein de bras à force qu'ils soient piqués. Donc clairement, oui, il fallait passer à autre chose. Et pour le coup, parce que l'angle qui a été utilisé va permettre de capter un nouveau public. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les bandes annonces, etc., qui tournent. On est sur un aspect beaucoup plus Disney, un peu dans le principe, parce que on est avec des couleurs un peu plus flashy. On est sur un rendu un peu presque
plus télévisuel, avec un gros budget, un film qui semble un peu fourre-tout, où on voit plein de personnages, plein d'ennemis, plein de choses. La mise en avant aussi de son chien, Crypto, qui avait eu d'ailleurs sa propre adaptation au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que cet angle un peu plus enfantin, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous? Au contraire, vous auriez préféré le côté plus sombre, comme on a pu connaître sur les dernières productions autour de Superman? Là, si je reprends sur... on parlait de Man of Steel. Ouais, c'est plus sombre. Man of Steel était plus sombre, Henry Cavill était plus sombre. Là, on parlait plus du personnage Superman. Là, c'était vraiment un héros puissant, très puissant, plus un demi-dieu. Finalement, on était plus dans la dramaturgie avec les Man of Steel jusqu'à Justice League et les deux versions de Justice League, dont ma préférée reste celle de Zack Snyder, le Snyder Cut. Mais là, je trouve qu'on est sur un... Alors j'ai hâte, je vais voir ce soir, mais James Gunn, il faut savoir qu'il vient aussi de Marvel. Il a fait les Gardiens de la Galaxie. Donc il y avait aussi Gardiens de la Galaxie, Marvel, ça appartient à Disney. Disney, ils ont essayé d'ouvrir un public large et c'est plus frais, plus moderne, plus coloré, plus dans l'humour. Voilà, il a essayé d'apporter aussi sa patte à lui dans le Superman. Mais je pense que voilà, dans la bande-annonce, on voit plutôt aussi deux personnages. On voit le Superman, mais on voit aussi beaucoup le Clark Kent. Et pour moi, je pense qu'il essaye de rendre plus humain Clark Kent, avec ses problèmes. On le voit dès le début, dans une des premières bandes annonces, on voit, et c'est moi ça m'a marqué, on voit un Superman au sol, en train de saigner, dans la glace, en train de demander de l'aide à son chien. Donc là, on voit vraiment un personnage vulnérable. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un super-héros, justement, cet aspect vulnérable? Il ne faudrait pas que ce soit trop récurrent au cours du métrage, parce que l'idée, justement, c'est un peu de représenter l'invincible. Et jusqu'à présent, c'est ce qui avait un peu posé des soucis, notamment pour des adaptations en jeux vidéo, où c'est difficile, parce que hormis la kryptonite, il craint pas grand-chose, l'ami Superman. Donc c'est vrai que ça a été souvent sujet à réflexion. Et à côté de ça, effectivement, il y a un gros enjeu sur ce film, parce que c'est ce film qui pourrait relancer un DCU qui n'a pas pris réellement jusqu'à présent. Donc, et ça peut ouvrir, comme tu le dis très bien, à un nouveau public, un public peut-être plus jeune, qui serait pas entré dans l'univers de Superman et qui serait pas intéressé au DC Universe sans un film qui leur parle avec des blagues pour toute la famille, etc., etc. Faut pas non plus que ça vire au festival de blagues, peut-être à chaque instant, parce que c'est pas non plus l'ADN forcément du personnage, mais c'est aussi l'avantage de ce genre de création, c'est qu'on peut faire autant de films que d'angles différents autour d'un personnage, autour d'un univers, je pense. Donc, si je devais résumer un petit peu votre ressenti, globalement, vous tous autour de la table, est-ce que vous êtes plutôt, donc Lucas, toi, tu es plutôt enthousiaste et tu as hâte du coup de le voir ce soir? Je suis partagé. Ok. Voilà, entre vraiment le Man of Steel côté sombre du DC, que j'aime beaucoup, et le côté, là, on va s'intéresser au personnage Clark Kent. D'accord. Je trouvais qui manquait un petit peu ces dernières années. Ok. Brice, de ton côté? Franchement, si je devais aller voir, j'irais plutôt pour le son, voir comment c'est fichu. Après, le concept de Superman, j'ai décroché depuis pas mal d'années. Ok. Bon, peut-être que ça pourrait te permettre de te dire, de t'intéresser, de te réconcilier de nouveau avec ce personnage. Et toi, Enzo? Moi, si je vais aller le voir, déjà, c'est pour les pop-corn. Et puis... Ensuite, non, mais je trouve que pourquoi pas d'aller le voir. Après, il n'y a pas eu cette communication, je trouve, sur ce film. C'est vrai que... Alors si, il a attendu. Il y a eu des bonnes promos aussi. C'est que je regarde pas beaucoup la télé, alors. Mais t'es pas abonné au compte... Tu es tellement occupé. T'es pas abonné au compte Instagram de Superman? Ah non, du tout, non. Moi, j'ai vu, il poste. Tu likes toutes ces photos, d'ailleurs. Et toi, Pauline, alors, qu'est-ce que tu en penses de ce Superman? Est-ce qu'il pourrait t'accompagner pendant l'été, une petite séance avec des pop-corn et de la climatisation? Alors, je pense que je pourrais aller voir au cinéma parce que je suis assez curieuse. Et puis, comme j'ai découvert l'univers il n'y a pas longtemps, ça peut toujours être bénéfique. Mais moi, je suis assez fan du côté sombre, du DC. C'est un peu ce que j'aimais, en fait, parce que moi, je suis très Marvel. Mais j'avais aussi envie de découvrir quand même autre chose, un peu plus sombre, un peu plus violent.
Donc à voir. Après, si c'est bien équilibré, je pense que ça peut être sympa. Il y a des dents qui sautent dans une des bandes annonces. On Oui. voit un gros blanc. Après, moi j'aime bien découvrir. Si je critique, il faut que j'aille le voir, donc je vais aller le voir et puis après je ferai ma propre critique Ok. là-dessus. Mais... Écoute, c'est bien d'avoir cette ouverture, c'est cool, effectivement, de te laisser la possibilité d'être agréablement surprise par ce film. Donc, la réponse en salle dès aujourd'hui. Donc, si vous avez l'occasion et si ça vous intéresse, et si vous aimez l'univers de Superman ou pas, et pourquoi, n'hésitez pas à réagir de toute façon, à nous laisser des commentaires. L'idée, c'est d'être vraiment dans le partage par rapport à nos sujets. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être complètement raccord, mais n'hésitez pas, on en parle tous ensemble. C'est aussi l'idée de ce podcast, c'est d'être interactif avec vous. Avant de tourner la page de cette actualité et de passer à notre débat, je voulais vous poser quelques petites questions justement sur l'univers de Superman. Alors Lucas, j'ai presque envie de te dire bouche cousue, puisque tu connais très bien l'univers, mais tu pourras filer un coup de main au reste de la Justice League, si jamais. Première question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais en quelle année a été réalisé le fameux Man of Steel ? Ah, Pauline. 2013. Oui, vous l'aviez tous ? Non, du tout. ok. Vous avez l'occasion de vous rattraper. Et je pose la question à Brice, tiens d'ailleurs. Quel est le nom kryptonien de Superman ? Oh, la bonne question. J'ai le nom de son père. Ouais. Kal-El, ouais, c'est ça. Oui, et son père, c'est donc Zor-El. Kal-El, à savoir que c'est le nom aussi du fils de Nicolas Cage. D'accord. Et à savoir, Nicolas Cage aurait dû être un Superman aussi au cinéma. C'était prévu. Tim Burton devait tourner et à réaliser les Batman. Voilà. Et après, il y avait un projet de Superman avec Nicolas Cage qu'on n'a pas vu. Enfin, il y a une photo qui a circulé sur Internet, mais qu'on a pu voir dans Flash, The Flash, version. Voilà, on parlera de Donc Flash plus tard. c'était si vous n'avez pas le visuel, imaginez-vous un Nicolas Cage déguisé en Superman et cheveux longs. Torse velu sur le costume. Exactement. Voilà. Mais oui, c'est le projet, malheureusement, Nicolas n'a pas Cage, abouti. très fan de Superman. Oui, Après son fils Kal-El. Ouais, complètement. Mais oui, un projet qui n'aura pas vu le jour, mais c'est vrai qu'avec Flash, il a été un peu ressuscité. Donc, pourquoi pas. Petite question, quelle actrice joue Lois Lane dans la version de Zack Snyder ? C'est pas évident, ça. Ah ouais, là. Et même Lucas, il a pas levé la main, bizarrement. C'est Amy Adams, J'allais le dire. qui pourtant a joué dans pas mal de films aussi, mais c'est vrai que c'est pas la Lois dont on se souviendra vraiment. Pour moi, je sais pas vous, mais la Lois qui ressort clairement de tout ça, c'est la Lois de Lois et Clark, Terry Hatcher. Je trouve ce rôle était vraiment tout à fait adapté à cette comédienne. Dans Smallville. Oui, Smallville, oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai trouvé. C'est vrai aussi dans Smallville. On n'a pas parlé de Smallville, qui est Jeunesse de Clark. c'est vrai. Alors ça aussi, ils ont essayé de trouver d'autres angles pour aborder le personnage. Mais qui a cartonné, 10 saisons. Ouais, peut-être un peu trop d'ailleurs. Après, sur J'aurais la fin, arrêté ça avant s'est- moi. mais C'est voilà, un 10 peu comme saisons Green quand Arrow, mais c'est un autre débat. Ok pour ça. En quelle année est sorti le tout premier film du coup avec Christopher Reeves ? Est-ce que vous avez bien suivi le début de ce podcast ? Oui, Pauline. 1978. 1978. Elle a révisé. C'était quand même de très belles années puisque c'est également dans ces eaux-là que est sorti le premier épisode de Star Wars, celui qui a quand même permis d'avoir cette licence que l'on connaît maintenant. Donc c'était de belles années pleines de beaux effets spéciaux et pleines de créations. Donc voilà. Sans plus attendre, on va passer au débat. La grosse partie attendue de ce podcast, de cette première édition, puisque nous allons parler de Disney sous un angle assez ouvert, puisqu'on va se poser la question de Disney, c'était mieux avant. Donc question, le débat est ouvert. Donc pour se souvenir, Disney c'est quand même un empire, notamment du dessin animé, donc du film d'animation au cinéma, qui a été le précurseur de beaucoup de choses. Ensuite, il y a eu beaucoup de films différents. On peut se souvenir notamment, moi je me rappelle de Choupette, la petite voiture, ça vous parle Choupette qui balançait de l'huile, etc. Une petite coccinelle. Il y avait une série de films, etc. Même moi, j'ai regardé. Voilà, donc à la fois des films live, des films d'animation, Pixar également. Pixar qui aura marqué les esprits avec Toy Story et tellement d'autres réussites qui ont fait date. Cars, effectivement, la trilogie. Il y avait même eu
eu Planes, je crois, un spin-off Oui. Qui était avec des avions. Il manque les bateaux, il n'y a pas encore? Ça n'existe pas? Ah, non. Pas encore. Donc, connaissant l'imagination Propose, de Disney, ça ne devrait pas tarder. On voit un peu dans Cars 2, on en voit un peu, mais c'est vrai que c'est toujours... D'accord, ok. Et puis surtout, Disney, ces dernières années, c'est aussi le rachat de Marvel et de la Fox, de Star Wars, et etc., etc. Donc maintenant, dans le portefeuille de Disney, c'est à la fois toutes ces productions qui ont bercé nos enfances respectives, mais également eh bien, toutes ces licences qui parlent aussi aux adultes, parce que quand on regarde Alien de la Fox ou les Simpsons, c'est ouvert un peu à tout le monde. Donc c'est aussi la richesse de Disney. Mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que Disney arrive encore déjà à innover un petit peu? Parce que si je regarde un petit peu les sorties prévues sur 2025, on a déjà eu Blanche-Neige avec la contre-performance que vous avez peut-être pu observer. On a Lilo et Stitch qui cartonne avec tout de suite l'annonce de sa suite, Lilo et Stitch 2, alors que le premier est toujours au cinéma. On a Elio qui pour le coup est une sortie Pixar mais qui ne rencontre pas son public pour l'instant. Et la suite, c'est encore des suites, c'est le cas de le dire, ou des remakes, puisqu'on a un nouveau Tron qui est attendu pour le dernier trimestre 2025. Zootopia 2, le premier était excellent, mais est-ce qu'il fallait faire une suite? C'est la question qu'on se pose. Et bien sûr, Avatar, donc troisième film, pour constituer une trilogie très attendue, ne serait-ce que pour la qualité de ses effets spéciaux, donc qui sortira le 19 décembre 2025. Donc je vous pose tout de suite la question, pour vous, est-ce que Disney arrive encore à innover? Brice? Moi, je trouve que c'est difficile. On voit que pendant plusieurs années, ils ont repris des choses existantes. Alors, peut-être, probablement, pour trouver un nouveau public. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont tout. Ils ont la technique, ils ont le portefeuille, ils ont l'expérience et tout. Mais ils vont pas explorer de nouvelles choses forcément. On sent que c'est très timide. C'était déjà le cas un peu, notamment avec Cars. Hein. Ils ont eu un très beau succès avec le premier, et hop, on a mis le deuxième en chantier et un troisième, etc., etc. Donc, on peut pas reprocher effectivement à une entreprise comme Disney de vouloir capitaliser sur des succès. C'est vrai. Par contre, c'est vrai que là, aussi, on peut s'étonner de la prise de risque très modérée, parce que depuis, on n'a pas beaucoup de nouveautés qui viennent un peu enrichir. Au contraire, on l'a vu avec Le Roi Lion, qui a été réadapté. On l'a vu avec Aladdin, on l'a vu avec tous ces films live action qui ont rencontré plus ou moins de succès. Il y en avait des très bons, je pense notamment à La Belle et la Bête, qui était bien réalisé, etc. Après, on est souvent, après c'est mon avis personnel, mais je trouve en mal de nouveautés, ne serait-ce que dans ces films, qui reprennent parfois plan par plan le déroulé du dessin animé. Après, comme tu le dis, ça permet d'ouvrir aussi à un nouveau public qui n'a pas forcément regardé ces dessins animés-là. Je ne sais pas quelle est la perception des dessins animés 2D pour le jeune public. Est-ce qu'ils préfèrent peut-être les versions 3D, les versions images de synthèse, ou est-ce qu'ils sont encore intéressés pour ça? Sur ça, je ne sais pas. Mais toi qui es un peu plus jeune, Enzo, qu'est-ce que tu penses de ces remakes et de ce manque peut-être de nouveautés dans le catalogue Disney? Je pense que les remakes, les live action et tout ça, il y a des choses assez sympas. Franchement, c'est assez cool de voir des personnages qu'on aimerait voir dans la vraie vie, par exemple Stitch. Donc c'est assez cool ça. Après, forcément, c'est toujours un peu redondant de voir toujours un peu les mêmes personnages, de revoir toujours les mêmes choses. Ce que j'aime bien après chez Disney, notamment du côté Pixar, c'est qu'ils mettent toujours des petites refs dans chacun de leurs films et tout ça. Donc ça, c'est super cool de leur part. Et donc, après, du fan service, c'est ça un petit peu, oui, un peu de l'auto-référencement en se disant. Alors ça, c'est très bien le fan service, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien quand c'est un peu subtil, quand on se dit on a vu ils font référence à telle ou telle œuvre, etc., etc. Et notamment, c'est souvent aussi pour de la pop culture, ils y font référence, etc. Mais j'aime pas quand c'est quelque chose qu'on nous met vraiment presque au premier plan en disant faut que tu comprennes, il y a une ref, là c'est presque un peu trop. Donc ouais, j'ai un peu ce ressenti là. Et pour me faire un peu l'avocat du diable, parce que j'ai plutôt tendance à dire que c'est dommage de ne pas avoir plus d'innovation du côté de Disney. Mais quand on voit Elio de Pixar, pourtant, qui se plante au box-office, c'est pas ce qui va les conforter à lancer de nouvelles licences. Et au contraire, qu'est-ce que tu en penses, Pauline, peut-être?
J'ai pas du tout regardé la bande-annonce d'Elio. Ça m'attire pas du tout. Ouais. Tout comme le dessin animé Witch, tous ces, en fait, les derniers dessins animés Ouais. Disney. Ça m'attire pas du tout. Moi, je suis assez sur le. Ils ont du mal à te faire rêver. Ouais. Par contre, les remakes live, ça, par contre, je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet ça fait parler un peu ma nostalgie, Ouais. de revoir des anciens dessins animés que j'ai beaucoup adorés, comme Le Roi Lion, La Petite Sirène, etc. Mais une version film, ça me permet de me retomber un peu dans l'univers et puis de le voir d'une autre manière aussi. Et, Ouais, c'est intéressant. moi, je trouve que c'est sympa. C'est une autre façon d'amener Ok. les C'est anciens dessins super, c'est animés. super intéressant effectivement ce point de vue aussi parce que ça montre que il y a un public aussi. De toute façon, les entrées parlent souvent en ce sens, hein, mais que effectivement ça te permet de voir les choses différemment et avec de vrais acteurs, C'est etc. ça. Avec les technologies de maintenant aussi. On se rappelle de Will Smith en génie. Dans l'adaptation live d'Aladdin. Donc voilà, on parlera peut-être un jour des 2 Aladdin de Kev Adams, mais ce sera pour une prochaine émission. Lucas, tu voulais intervenir peut-être sur justement ce constat des remakes, etc. Ou Alors, on a t'écoute. parlé des remakes ou des live action. Moi, je voulais revenir sur les dessins animés. Oui. Moi, je trouve qu'ils innovent aussi. Et ils innovent dans le sens où, alors, voilà, il y a, si on regarde, ils ont ressorti des personnages, ils ont sorti même des personnages forts, des personnages féminins. Ils ont placé vraiment Alors avant, on avait des princesses qui avaient besoin de l'homme pour être sauvées, etc. Là, maintenant, on a Elsa. Dans La Reine des Neiges, on a Vaiana, personnage fort qui a pas besoin de personnes pour réussir sa quête. Ouais. Et ou Raya encore, donc ils ont placé vraiment la femme au centre de leur attention et ça fonctionne plutôt bien. Là-dedans, je trouve que voilà, il y a un vrai univers et c'est vraiment et leur franchise marche puisque Reine des Neiges 2 a cartonné. Reine des Neiges est le premier dessin animé à atteindre le milliard au box-office. Je pense que tous les parents qui nous écoutent se souviennent encore de cette fameuse oui. chanson On Libérée, va pas la délivrée chanter, mais- qu'ils ont on écoutée. pourrait faire un petit- Tout à fait, on pourrait rendre hommage Mais effectivement. voilà. Donc tu vois, ça fait partie de l'innovation, ça a fonctionné. Vaiana, ça a fonctionné. Raya un petit peu moins, mais je repense aussi à Alerte Rouge, le dessin animé, je sais pas si vous l'avez vu, Alerte Rouge avec une jeune fille qui se transforme en panda roux, mais ça traite aussi de l'adolescence d'une jeune fille qui passe à jeune femme, donc on comprend voilà ce qui lui arrive. Je trouve que voilà, ils ont innové, ils sont partis sur des thèmes plus modernes, des termes de famille, les termes aussi, on voit dans Pixar avec Toy Story, ils ont fait le film sur Buzz l'éclair, où il y a une scène aussi qui a marqué, Qui a marqué le seul spectateur qui allait le voir parce que du coup ça a été un flop mais complet au non, mais il y a box-office. eu la scène où il embrasse aussi un homme. Oui, Donc mais- c'est la première fois qu'on voit un personnage Disney intégrer ça. Voilà, donc ils ouvrent aussi sur le monde. Je trouve intéressant, ils innovent du côté des dessins animés, je trouve. Et c'est peut-être aussi le fait de moins être contraint d'adapter des contes, parce que si on regarde Blanche-Neige, Cendrillon, etc., on est souvent sur des contes de Grimm et autres à l'origine, donc avec des matériaux d'origine. Là, ils sont sur des créations d'univers, etc. Donc effectivement, on n'est pas sur la même vision. On verra ce que donnera Toy Story 4. Ouais. Puisque c'était la grosse annonce de Pixar. Zootopia avec le premier qui avait aussi très bien fonctionné. Donc c'était pour le coup effectivement un très bon long métrage. En tout cas, j'ai vraiment apprécié moi aussi. Donc voilà, et bien sûr Avatar qui devrait être encore une claque technique que j'invite tout le monde à aller voir au cinéma pour en profiter vraiment dans de belles conditions. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter sur Disney? Donc si on devait résumer pour vous, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est une continuité finalement? Ou est-ce que vous préférez le Disney nouvelle génération avec peut-être maintenant toutes ces licences qui ont intégré le portefeuille Disney? Brice, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours pareil. Peut-être des fois c'est un peu trop si on prend sur le cas. On voit aujourd'hui sur Disney Channel, on va retrouver du Alien, on va retrouver du Star Wars. Il y a peut-être même ça a fait un peu trop
et c'est peut-être pas forcément bien travaillé, pas forcément pertinent. Voilà, Ouais, pour toi, c'est plutôt, voilà, on cherche à remplir un catalogue, c'est ça, pour avoir de l'actu sur Disney+. Ouais, pour que ça tourne, et puis, mais voilà. Et je trouve ça dommage quelque part, peut-être prendre un peu plus le temps de faire les choses. Mais bon, de manière générale, ça se voit, enfin, je trouve que ça se voit un peu chez tout le monde, quoi. C'est au bout d'un moment, bah, c'est toujours pareil. Hein, t'es une boîte, faut sortir des trucs et peut-être prendre des fois un peu plus le temps pour prendre peut-être un peu plus de risques, se conforter dans une idée. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que quand on est sur des enjeux à plusieurs millions de dollars, la prise de risque, elle est parfois un peu plus délicate. Tout à fait. Bon, quand t'es Disney, c'est un peu plus facile, mais ils ont quand même essuyé quelques échecs ces dernières années, donc ils sont peut-être un peu échaudés aussi. Et toi, Enzo, alors tu as été quand même bercé un petit peu par ces dessins animés un peu à l'ancienne qu'on a pu évoquer, ou tu as tout de suite regardé que Cars, etc. Alors, moi, j'ai été bercé surtout par Cars et tout ça. Après, moi, j'aime pas trop le « c'était mieux avant ». C'est surtout que ça doit se réinventer. Et par exemple, on peut voir sur Disney+, qu'ils adaptent des nouvelles séries aussi, qui aussi coproduit des nouvelles séries. Je pense notamment à une qui est sortie récemment, c'est Ghost, une série française. Il y a plein de séries qui viennent s'ajouter au catalogue de Disney. Mais il y a aussi tout ce qui est du groupe Illumination, qui est avec Moi Moche et Méchant et tout ça aussi, qui prend un peu le dessus sur les films d'animation. Qui plaît énormément aux enfants, donc tout ce qui est les mignons et tout ça, et que c'est la différence en fait avec Disney. Moi, j'ai beaucoup aimé la période où il y avait vraiment un battle entre Disney et DreamWorks. À l'époque des premiers Shrek, etc., où tous les 6 mois, on avait un des deux studios qui sortait une production et qui souvent ça cartonnait, et c'était vraiment voilà, encore une période où il y avait un petit peu d'audace dans la création, pour reprendre un peu l'idée que tu nous donnais, Brice. Et c'est vrai que c'était très sympa d'avoir connu ça, où ils se tiraient la bourre chacun avec leur type de production différente. Moi, j'ai un peu de... Alors, j'aime bien certaines productions de maintenant, mais j'aimerais un retour un peu de l'animation 2D, parce que c'est vrai que ça manque. C'est pas le même charme. Je pense qu'il y a un peu de la place pour tout, donc ce serait intéressant peut-être. Mais bon, ils ont été beaucoup échaudés par La Princesse et la Grenouille, qui avait pas du tout fonctionné et qui a d'ailleurs marqué l'arrêt de la production 2D chez Disney. Donc à voir. Et tu parlais, Enzo, de Disney+ avec des fois des contenus un peu différents. J'avais beaucoup aimé Bref 2. Ressortir Bref plus d'une dizaine d'années après sous le drapeau de Disney, c'était audacieux et c'était bien réalisé. Donc je vous recommande cette série, 5 épisodes je crois, de grande qualité, si vous voulez vous marrer un petit peu et découvrir un peu le couple quand on devient quadra, etc. Je vous le conseille vivement. Merci en tout cas pour ce débat concernant Disney. Et pour terminer, nous allons faire un petit focus sur un métier extrêmement important, un métier de la production. Et c'est pour ça, Enzo, que tu es aussi avec nous aujourd'hui, parce que, Enzo, toi, tu es en BTS gestion de production, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et quel est ton parcours jusqu'à présent ? Alors mon parcours, il est assez atypique un peu. C'est vrai qu'avant, j'étais dans le management d'entreprise, donc j'aimais bien tout ce côté management. Mais j'ai toujours été, et les entreprises aussi, mais j'ai toujours été passionné par l'audiovisuel, surtout parce que je suis un enfant de la télé, et donc vraiment bercé par la télévision depuis tout petit. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un rapport avec l'audiovisuel et le management, ce qui est donc de la production. La production, en fait, on produit tout ce qui est film et émission. Ok. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un BTS gestion de production ? On fait énormément de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire que ce soit de l'écriture, de scénarios et tout ça. On peut faire de la comptabilité, de la budgétisation et tout ça. Moins ouf. On a envie de se tirer une balle un petit peu. Mais c'est surtout en fait où on crée des émissions, on crée des films, on crée plein de créations tout au long de l'année, et c'est ça qui est vraiment... Et par exemple, tu me parles de création, est-ce que tu as un projet concret sur lequel tu as pu travailler sur cette première année qui t'aurait marqué ? Bien sûr, celle-ci qui me tenait vraiment à cœur, c'était Une filière en or,
Vous avez pu participer d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a gagné. Vous avez gagné aussi. Ça, c'est un truc. Mais il y a plein d'autres projets qui sont aussi en cours. Je suis en train de préparer Qui veut gagner des millions pour la rentrée prochaine. Belle annonce qu'il est en train de vous faire quand même en live là, c'est dans en ce exclu, premier là. podcast, une belle exclue. Et on sera ravis aussi d'y participer, de gagner une émission spéciale piège jaune peut-être. Piège jaune, ouais, avec Bernadette Chirac qui sera en public. Mais ça sera vraiment toutes ces émissions qui seront à réadapter, des nouvelles émissions aussi, notamment que je pourrais pas vous dire là maintenant. Mais voilà, il y aura plein d'autres émissions qui sont en cours et ça va être incroyable. Ok. Donc là, tu fais ton BTS chez nous, chez Studio M à Lyon. Est-ce que tu as une idée un petit peu des débouchés de ce BTS? Parce que, comme tu l'expliques très bien, les missions sont quand même assez larges, assez vastes. Dans quoi un ancien élève de gestion de production peut travailler? Alors le catalogue, il est assez large. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de débouchés, c'est-à-dire qu'on peut devenir soit producteur artistique, pas dès le début, hein, évidemment, dès la sortie, mais on peut commencer par être régisseur. On peut faire aussi du ventousage. Alors le ventousage, déboucher les éviers, c'est tout voilà, ça. Déboucher des éviers et tout ça. Non, en fait, c'est vraiment faire le stationnement et tout ça lors d'un tournage. Et donc, on peut partir de vraiment bas et arriver vraiment haut au niveau. Ça marche. Et tu nous as parlé un petit peu des matières, mais pour les élèves qui pourraient être intéressés pour suivre cette voie, quelles sont les matières que tu étudies? Alors, on fait tout ce qui est analyse filmique, culture audiovisuelle. On bosse vraiment sur ça, forcément, parce que faut quand même avoir tout ce qui est de la culture un peu dans notre métier. Bien sûr. Il faut aussi, on a des spécialités, c'est-à-dire qu'on va bosser énormément sur la gestion d'entreprise, sur la gestion de production, donc faire des feuilles de service pour les tournages, faire tous des dossiers en gros administratifs pour que le tournage se déroule au mieux. Super. On fait aussi du salariat, de l'embauche de salariés et tout ça. Donc vraiment tout un panel. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et ça permet effectivement de chapeauter des projets, de travailler à la fois sur les ressources humaines, de s'occuper de rassembler les ressources matérielles, etc. Donc c'est très large. Et puis aussi technique, parce qu'au niveau, en fait, on peut utiliser les caméras, tout ce qui est montage et éclairage. Moi, j'ai une question pour toi, Enzo. C'est ta première année, mais s'il y en a d'autres qui veulent intégrer ce diplôme-là, c'est quoi les conseils que tu donnerais? Qu'il faut être motivé, qu'il faut être vraiment motivé, qu'on se dit qu'on n'a pas énormément de temps, parce qu'on voilà, on a des projets qui s'enchaînent et tout ça. Mon cas, parce que vraiment je veux faire les projets et tout ça, donc c'est pour ça que je m'autorise de mon temps perso. Mais voilà, vraiment être passionné, j'ai envie de dire, par tout ce qui est de produire, de créer des émissions, des fictions et tout ça. Donc c'est vraiment ce terme-là. Et puis d'être vraiment organisé. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est d'être organisé. Parce que rien que dans nos épreuves et tout ça, en fait, on a un temps très court. Et si on n'est pas organisé, ça foire. Ok. Bon, concrètement, ce que tu conseilles, c'est un élève qui serait intéressé, peut-être prendre contact avec Martial et Lucas, donc de notre école Studio M à Lyon. C'est nous, enchantés. On pourra effectivement même vous mettre en contact éventuellement avec Enzo pour qu'il puisse un peu vous décrire davantage son métier et les différentes matières abordées au cours de son BTS. Où est-ce qu'on peut te suivre, Enzo? Eh bien, pour le moment, sur Instagram, parce que c'est la seule appli que j'arrive à gérer en ce moment. Parce qu'il y en a trop en ce moment. Donc ouais, pour le moment, c'est Instagram où je suis le plus actif. Donc tout simplement Enzo Bongoni. Hein. Donc voilà. Et puis ouais, pour le moment, c'est seulement ça. Ok, super. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette première édition de Studio Geek. Merci à toute ma belle équipe d'avoir participé. Merci pour vos avis. C'était vraiment un plaisir. Hâte de revivre ça avec vous. Et on se retrouve très vite, en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir, à partager, à échanger, etc. On sera toujours ravis de discuter avec vous et de participer à de jolis débats. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt.
J'ai perdu mon mojo. Maison. Oh, ça peut voir un rond de ménage. Studio Geek. The Place to Geek.